Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo qui s'inscrit toujours dans une volonté de vous partager ma passion pour l'histoire, mais également, aujourd'hui, nouveau concept, j'ai envie de vous parler un peu de politique, puisque c'est ma passion, puisque je suis conseiller municipal, alors que je n'ai que 19 ans. Bref, j'ai envie de vous partager un maximum de choses. Nous sommes en 2021, il y a 40 ans, le 10 mai 1981, François Mitterrand était élu à la présidence de la République. 10 ans après le congrès d'Épinay qu'il avait désigné en tant que premier secrétaire du désormais Parti socialiste, puis 9 ans après avoir signé le programme commun, François Mitterrand était élu premier président de la Ve République française, puisque depuis 1958 et le général de Gaulle, il n'y avait eu que des présidents de droite ou de centre droit à la tête de l'État. Cette victoire amène, dans un contexte de guerre froide, des peurs, puisque certains voient en ce candidat de gauche un candidat trop à gauche, un candidat communiste, un candidat qui amènerait des chars de l'armée rouge dans Paris, et les giscardiens, donc supporters de Valéry Giscard d'Estaing, voilà un désastre pour le pays qui sombrerait dans la terrible facette de la gauche. En face, nous avons la joie, la liesse populaire. La vie va enfin changer, c'est un des slogans de campagne de François Mitterrand, changer la vie. Il se présente comme la force tranquille. Il remporte cette élection face à Valéry Giscard d'Estaing, élu depuis 1974, avec un score de 51,76% face à Giscard, qui a très peu de voix d'écart finalement, mais il gagne. En face de cela, s'ensuit une marée rose à l'Assemblée nationale, comme vous le voyez sur mon diaporama, puisque 44 élus du Parti communiste vont siéger au Palais Bourbon, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, et 285 députés du Parti socialiste, qui formeront la majorité parlementaire. En face, la droite a donc perdu la majorité, puisqu'il y a 88 députés RPR et 62 UDF. Le 22 mai, donc 12 jours après son élection, le 21 mai, pardon, donc le jour où il prend sa fonction, François Mitterrand est suivi par la foule qui a plein d'espoir, qui va avoir sa vie qui change. Il se rend au Panthéon, sur les tombes de Jaurès, de Moulin, de Schulcher, et il va commencer son mandat avec les gens qui sont derrière lui, avec une assemblée qui est derrière lui. La vie va-t-elle enfin changer? Nous allons le voir dans ce développement. Euh, la marée rose est là, la présidence est là, un gouvernement avec une majorité plurielle, puisque 3 ministres communistes entrent au gouvernement, et Pierre Mauroy est nommé à Matignon. Dans un développement très cartésien, toujours en 3 parties, nous verrons tout d'abord les premières grandes réformes de François Mitterrand, suivies du tournant de la rigueur. Puis nous verrons la période de Laurent Fabius à la première cohabitation, donc sur un plan très large que je développerai avec des sous-parties évidemment. Puis, en dernière partie, nous verrons un gouvernement fragile, des gouvernements fragiles plutôt, des scandales et la fin de 14 ans de mandat. C'est à ce jour, et ça le restera tant qu'il n'y a que le quinquennat et la constitution qui ne permet que 2 mandats de suite, donc 2 fois 5, 10, petit calcul mathématique, le président de la Ve République qui a été le plus longtemps en fonction. Et puis nous terminerons évidemment sur une conclusion, mais ça va de soi. Le plan et la problématique sont présentés, le concept également. Je tiens à préciser que je vais essayer d'être très succinct, très synthétique, même si bon, c'est pas forcément mon fort, surtout quand je parle de mes passions, puisque j'adore en parler et en parler. Mais l'objectif, c'est que ça vous permette de comprendre un maximum les choses, les enjeux. Je tiens aussi à annoncer d'ores et déjà que je vais mettre en place une série avant l'année électorale, donc 2022, puisqu'il y a l'élection présidentielle et les élections législatives.
j'essaierai pourquoi pas de faire une série du type un jour un candidat, où en gros, par exemple tous les dimanches, tous les samedis ou autres, je publierai une vidéo, je vais essayer de me limiter à 10 minutes, grand max, où je vous présente les candidats de tous bords, déclarés, puis après une synthèse où il y aura juste les candidats éligibles, on va dire, donc avec les 500 signatures d'élus et puis des formalités administratives accomplies, mais pour que vous puissiez vous faire une opinion, j'essaierai d'être un maximum neutre en présentant tous les candidats. Voilà, nous pouvons attaquer cette première grande partie, et tout d'abord avec une sous-partie sur les premières réformes, tout simplement. On le voit sur le diaporama avec les réformes de 81-82, l'augmentation du salaire minimum, des allocations familiales, de logements et pour les handicapés, l'abolition de la peine de mort portée par Robert Badinter, l'autorisation des radios privées, la création de l'impôt sur les grandes fortunes, en 82, des nationalisations dans l'industrie et les banques, la réduction du temps de travail hebdomadaire à 39 heures, aujourd'hui on est au 35, mais à l'époque il y avait encore plus que 39 heures, une 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, et un ensemble de lois réglementant le travail dans les grandes entreprises, dans les entreprises tout simplement. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place dès le début pour montrer que voilà, la vie change vraiment, le programme s'applique réellement, avec François Mitterrand et son gouvernement, qui avait proposé 110 propositions pour changer la vie avant l'élection présidentielle. Mais très rapidement, les mesures vont se heurter. J'utilise du futur encore une fois, je suis désolé. Donc les mesures se heurtent à des difficultés économiques et au coût de cette politique. Le franc connaît 3 dévaluations en 2 ans, alors que la dette et le chômage sont croissants. On dénombre 2 millions de chômeurs en 1981. Les dépenses publiques creusent le déficit budgétaire. Pierre Mauroy, donc le Premier ministre, décide alors de changer de cap avec un plan de rigueur. Les prix et les salaires sont bloqués en juin 82, mais cette politique d'austérité est à la fois inefficace et impopulaire. Elle est vécue par les électeurs de gauche comme une trahison des promesses présidentielles. La gauche est sanctionnée ainsi au scrutin suivant par un recul des voix. 2 dossiers contribuent à accentuer la crise de confiance, le plan de restructuration industrielle et surtout la loi Savary de 84, qui cherche à unifier l'enseignement public et privé. Le 24 juin 1983, après une manifestation réunissant plus d'1 million de manifestants pour la défense de l'enseignement privé, le gouvernement de Pierre Mauroy démissionne. Avant cette démission, il faut tout de même noter qu'en matière d'éducation, les zones d'éducation prioritaire, donc les ZEP, sont créées. Il y a aussi des réformes juridiques importantes. La Cour de sûreté de l'État est supprimée. J'ai parlé de la peine de mort. Il y a une loi d'amnistie qui inclut les délits homosexuels, entre guillemets, qui est adoptée. Il y a le passage de la majorité sexuelle à 15 ans. Bref, beaucoup de choses, mais finalement j'ai parlé de ces crises, et puis une percée du Front National aux élections européennes de 84, avec un recul du PS à 20% et quelques des voix, font que ben, voilà, le gouvernement démissionne. Pendant ce temps-là, on va dire, François Mitterrand s'est rendu en Union soviétique et il défend les droits de l'homme et les contestataires, comme Sakharov, dans un contexte de guerre froide. Entamons cette deuxième partie, comme je l'ai dit, avec 2 Fabius à la première cohabitation. En effet, Pierre Mauroy a démissionné, il a quitté Matignon, son gouvernement est donc hors service, on va dire, pour symboliser ça. Et Laurent Fabius va être nommé Premier ministre. C'est un énarque, il a 38 ans en 1984, et il incarne un peu cette aile droite du Parti Socialiste, qu'on divise souvent en tendances. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, il y a l'aile gauche jusqu'à l'aile droite, plus libérale, plus au centre, et l'aile gauche, plus réformatrice, etc. Et il est jeune quand même, 38 ans, c'est jeune pour être Premier ministre, donc ça représente un certain dynamisme et une nouvelle génération politique.
Néanmoins, je l'ai dit, il est de l'aile droite, et j'ai précisé qu'il y avait des ministres communistes qui étaient au gouvernement. Et bien tout simplement, ces derniers vont quitter le gouvernement, et ils ne seront pas dans le gouvernement Fabius. Laurent Fabius, il veut travailler à la modernisation du pays et au rassemblement des Français. Il y a une inflation qui est contenue à 5%, et le franc se stabilise à peu près. Dans son gouvernement, on peut citer des personnalités que vous connaissez peut-être, comme Gaston Defferre, Pierre Bérégovoy, Robert Badinter, Pierre Jox, Michel Rocard, Édith Cresson, Jean-Pierre Chevènement, Michel Delebarre, Jack Lang, entre autres, au début de l'année 1984. Malgré cela, on se tend vers des élections qui vont être difficiles. Il y aura des scandales que j'évoquerai après. Il y a une progression du chômage qui est à noter. Et les sondages sont pas bons, l'opinion n'est pas favorable. On va décider pour les législatives de 1986 de changer le mode de scrutin en choisissant un scrutin proportionnel et non pas un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, ce qui est le cas actuellement et ce qui était le cas à l'époque. On va voter pour des listes en fait, mais ça ne suffit pas, le PS n'a que 38% des sièges. Vous l'avez compris, 38% c'est pas 50%, donc ce n'est pas une majorité, donc on ne peut pas gouverner, puisque c'est la droite et surtout le RPR qui vont remporter les élections. Ça permet une progression du Front National, puisque qui dit proportionnel dit plus de représentativité. Ils ont 32 députés au Palais Bourbon. Le parti d'extrême droite prospère sur une situation économique qui est difficile, et François Mitterrand doit composer avec donc une cohabitation à venir. Avant cela, pendant le gouvernement de Laurent Fabius, on peut évoquer une loi limitant le cumul des mandats, on peut évoquer la loi littorale, on peut évoquer l'inauguration de la Cité de la Science et de l'Industrie à Paris, entre autres. J'essaye vraiment d'être... bref. J'ai parlé de cohabitation. La cohabitation, pour être simple, c'est quand le président et le Premier ministre ne sont pas du même bord politique. Ici, en l'occurrence, Jacques Chirac va être nommé Premier ministre. C'est un homme de droite avec un président, François Mitterrand, qui est de gauche. Nous sommes en 1986 et c'est une situation qui est assez inédite puisqu'elle n'est pas prévue explicitement dans la Constitution de la Ve République. La gestion du pays revient au Premier ministre et à son gouvernement. Néanmoins, le président conserve ses domaines réservés, notamment en matière de politique étrangère. La politique poursuivie se veut l'inverse de celle des socialistes, ça paraît évident, les Français ont voté, les Français ont choisi des gens de droite pour les représenter, le gouvernement est de droite, il applique son programme. Inspiré par un libéralisme type Ronald Reagan aux États-Unis, les privatisations s'enchaînent, l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, sur les grandes fortunes, est supprimé, les impôts sont baissés. Mais ça n'empêche pas une contestation, notamment celle des étudiants, contre la loi de Vaquet qui préconise une sélection à l'université. Face à ces critiques, finalement, le grand gagnant, c'est François Mitterrand, puisque le Premier ministre et la politique, c'est Jacques Chirac, c'est la droite. Donc les gens se disent, bon, François Mitterrand, il y peut pas grand-chose, c'est pas lui qui gouverne le pays, on peut pas lui en vouloir, et en plus, il est très malin, puisqu'il essaye un peu de garder la majorité sociale, entre guillemets, du pays entre ses mains, en refusant de signer des ordonnances qui le refusent. Et dans ce contexte, on va arriver en 1988, ça fait 7 ans que François Mitterrand est au pouvoir, et il va tout simplement se représenter. Il va s'appuyer sur cette génération qui garde une bonne image de lui, cette génération de jeunes qui contestent un peu, cette génération Mitterrand, et en plus, il va profiter de quelque chose qui est pas très bien, c'est que la droite, avec Raymond Barre pour l'UDF et Jacques Chirac, donc Premier ministre pour le RPR, vont se présenter. Donc la droite qui a 2 candidats, une mauvaise politique qui est menée selon l'opinion publique, et François Mitterrand qui va s'imposer pour 7 ans de plus avec 54% des suffrages. La première cohabitation a été
a été évoqué, Laurent Fabius a été évoqué, voyons dans une troisième sous-partie, avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne, eh bien tout simplement, c'est en 1984, il y a la commémoration de la bataille de Verdun, et j'ai juste mis l'image qui sans doute vous parle, elle est en bas à gauche de mon diaporama, c'est cette image avec François Mitterrand à gauche et Helmut Kohl à droite. Helmut Kohl, c'est le chancelier de la CDU, donc le parti chrétien-démocrate allemand, parti de droite, centre-droit. Ils sont main dans la main. Cette image, vous la connaissez, c'est tout simplement un symbole, un signe que la réconciliation franco-allemande est en marche. Ça va être un argument politique, notamment outre-Rhin, sur les affiches des élections européennes de 89, où on va voir les deux hommes de dos vers une nouvelle terre de paix, élection européenne, avec Helmut Kohl, Kanzler der Europäischen Einigung, enfin bref, une affiche de campagne. Les Allemands vont insister sur ça, puisqu'en plus, c'est deux personnes qui sont opposées politiquement, qui permettent une réconciliation, on va dire, au-delà des intérêts nationaux, dans une logique un peu de renforcer l'Union européenne. Bref, le septennat Mitterrand est marqué donc par cela en 1984. Nous entamons cette troisième grande partie, cette dernière grande partie, la fragilité gouvernementale, les scandales et la fin de 14 ans de mandat de septennat à la tête de l'État pour François Mitterrand. Évoquons tout d'abord la fragilité gouvernementale, puisque on a tout d'abord en 1988 Michel Rocard qui est nommé Premier ministre. C'est un rival dans le Parti socialiste, mais qui incarne la modernité, l'ouverture. Les législatives sont marquées par le retour du scrutin majoritaire, forcément, puisque là on a gagné les élections, donc on va chercher à avoir une plus grande majorité, et finalement cette majorité va s'avérer relative. Michel Rocard va souhaiter ouvrir les choses à la société civile et négocier pour éviter les conflits. Il fait voter le revenu minimum d'insertion, le RMI, et la CSG, contribution sociale généralisée. Il fait face à l'agitation dans le pays, les lycéens, les banlieues, et à l'opposition politique, y compris dans son propre camp. Le 15 mai 1991, François Mitterrand va renvoyer Michel Rocard. On ne peut pas renvoyer un Premier ministre, on lui fait comprendre dans un bureau ou autre, il faudrait que tu poses la démission de ton gouvernement, puisque je ne te veux plus. Sinon, on ne peut pas licencier un Premier ministre dans la Constitution actuelle, mais bon, voilà, c'est un arrangement, surtout quand on est du même parti, etc. Et pour remplacer Michel Rocard, François Mitterrand décide de nommer Édith Cresson. Édith Cresson, c'est une femme. Cette nomination se veut moderne et symbolique, puisque c'est la première femme, seule femme, première ministre à ce jour. Ça fait quand même 30 ans. Bon. Et à l'époque, encore maintenant, hein, mais à l'époque, il y a une hostilité des hommes politiques et des médias. Et le résultat du PS est désastreux au régional de mars 1992. Édith Cresson va être remplacée par Pierre Bérégovoy. C'est quelqu'un qui à l'origine est ouvrier. Anciennement ministre de l'économie et des finances, il a une certaine popularité. Ça ne l'empêche pas d'enrayer la montée du chômage. En 1993, le seuil des 3 millions de chômeurs est franchi. De plus, il doit faire face au discrédit de l'action publique, politique, qui se manifeste par une abstention croissante à chaque scrutin. Il y a des scandales qui éclatent dans les années 80, dans les années 90. Celle du sang contaminé de 92, par exemple, qui va beaucoup nuire à l'image des hommes politiques au sens large, même si évidemment il y a beaucoup d'hommes à l'époque, donc on pourrait dire des hommes avec un petit H finalement. Il y a aussi le scandale du Rainbow Warrior, que j'ai mis sur mon diapo. Donc c'est un navire de l'ONG Greenpeace qui est coulé. Il y a le scandale avec
avec la fille adultère de Mitterrand, Mazarine. Il y a l'action, on commence déjà à en parler un peu à l'époque, de Mitterrand au Rwanda, hein, avec le génocide qui a eu lieu. Bref, pas mal de scandales qui éclatent, qui sont mis en lumière, etc. Et c'est pas forcément bon pour Mitterrand. Il y a d'autres affaires aussi, hein, par exemple celle des écoutes qui est révélée en 93, qui met directement François Mitterrand en cause. Euh, voilà. Bon, les scandales, c'est un peu, on va dire, habituel. Il y avait eu avec Giscard l'affaire des diamants, etc. C'est pas forcément idéal. Je ne l'ai pas évoqué puisque ce n'est pas pendant sa présidence réellement, mais on a aussi un peu le rôle de Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale auprès du régime de Vichy, qui avait pu susciter des interrogations, des questions. Il y a d'ailleurs des films hein, sur ça, Mitterrand à Vichy, je crois que c'est un film de 2007, dans ce eaux-là, où on évoque les choses et ça va quand même être évoqué, hein, la période de François Mitterrand avec Vichy, puisqu'en 84, il est accusé de collaboration par Alain de Madelin, par exemple, François Daubert, Jacques Toubon. Voilà, il a un rôle qui est pas forcément idéal. Il y a une photo de lui avec Pétain, avec Marcel Barrois. Euh, bon, voilà, c'est une période assez sombre. Cette photo, elle était connue avant les élections, et il me semble que c'est Giscard, mais là je suis pas. Giscard va refuser d'utiliser la photo en fait où on voit Mitterrand avec Pétain, et il dit en gros, voilà, le but de la campagne c'est qu'on parle programme, c'est pas qu'on évoque ça, etc. Même si bon, ça aurait pu lui permettre de l'emporter. Il fait face aussi à Mitterrand qui, lors du débat, bon là je fais un peu un retour en arrière, qui avait perdu donc en 74. Hein, Mitterrand, c'est sa troisième présidentielle en 81. Euh, donc en 88 c'est sa quatrième, et donc Giscard lui avait dit vous n'avez pas le monopole du cœur en 74, phrase qui est restée célèbre. Et Mitterrand lui a répondu en 81 en lui disant si je suis un homme du passé, vous êtes l'homme du passif. Et c'est une phrase choc et qui fait perdre totalement les moyens à Giscard. Bref, j'ai évoqué les scandales, j'ai fait une petite digression en évoquant l'élection, en évoquant le contexte de l'élection, mais ça reste un scandale, le passé de Mitterrand avec Vichy. Mais bref, il y a le Rwanda, il y a le Rainbow Warrior, le sang contaminé, bref, il y a un peu plein de choses. Ce qui nous amène à notre sous-partie sur la seconde cohabitation, 1993-1995. Aux élections législatives de 1993, la droite emporte une victoire écrasante. La gauche est balayée, les socialistes conservent 68 sièges contre 242 pour le seul RPR et 207 pour l'UDF. Plus de 400 sièges pour la droite, c'est énorme. Dans un contexte mondial morose pour l'économie, Édouard Balladur opère une politique plutôt prudente, d'emprunt national avec des privatisations. Le chômage continue sa croissance et atteint son maximum en janvier 1994, avec 3,4 millions de chômeurs. Édouard Balladur, donc Premier ministre, vous l'avez compris, puisque j'ai parlé de cohabitation, voit sa popularité s'effriter lors de la tentative de contrat jeune, le CIP, qui met de nombreux jeunes dans la rue. Il cherche toutefois à éviter des réformes trop impopulaires dans la perspective d'une candidature à la présidence en 1995. François Mitterrand, malade, a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Le Parti socialiste, après un vote interne, décide de soutenir Lionel Jospin. J'ai évoqué donc cette fin de septennat, j'allais encore dire quinquennat décidément, marquée par une seconde cohabitation, deux cohabitations en 14 ans, en 2 fois 2 ans, et François Mitterrand, donc malade, qui ne va pas être en capacité hein, de se représenter euh, pour les élections à venir. Euh,
Donc nous sommes en 1995 et Jospin sera candidat du PS. Lors de ses derniers vœux aux Français, François Mitterrand dit qu'il croit aux forces de l'esprit et qu'il ne les quittera pas. C'est peut-être un symbole du destin, je ne le sais pas, je ne suis pas dans la tête de Mitterrand, je ne veux pas parler de manière apocryphe de cette phrase, mais bien malade, le président Mitterrand savait peut-être que, voilà, c'était bientôt malheureusement la fin pour lui, avec ce cancer de la prostate qui commençait à le gagner. Il va suivre les élections, hein, évidemment, mais les élections vont être remportées par Jacques Chirac en 1995. Le 24 décembre 1995, le président Mitterrand, même s'il n'est plus président, vous l'avez compris, mais c'est un titre de respect, je ne sais pas comment appeler ça, mais il va passer Noël en Égypte, et ce voyage lui avait été déconseillé en raison de son état de santé. Le 31 décembre, il passe le réveillon en famille dans sa propriété dans les Landes. Le 2 janvier 96, donc 1996, il rentre à Paris pour effectuer des examens médicaux importants et subir un nouveau traitement. Son cerveau étant atteint par des métastases, il prend la décision de ne pratiquement plus s'alimenter pour accélérer sa fin de vie. François Mitterrand meurt le 8 janvier 1996 à l'âge de 79 ans, des suites de son cancer, dans son appartement de fonction du 7e arrondissement de Paris, où réside également Anne Pinjot, hein, d'où Mazarine Pinjot. Voilà. L'hommage de la classe politique est unanime, y compris chez ses opposants politiques, chez ses détracteurs, à l'exception d'Arlette Laguillet. Jacques Chirac fit une déclaration le soir même qui surprit beaucoup par sa bienveillance. Sa mort est à la une de toute la presse, sauf du journal Présent. 40 ans plus tard, le Parti socialiste, après un quinquennat Hollande compliqué, tente toujours de se baser sur la période Mitterrand, celui qui était appelé tonton, même par Renaud, lui l'anarchiste. Et finalement, Mitterrand est toujours au centre des préoccupations socialistes, des préoccupations de la gauche de gouvernement, on va dire, pour rebâtir le pays, rebâtir la gauche. Finalement, c'est un peu très large ce que je veux dire, mais le pendant, gaulliste qu'à la droite, hein, la droite se réfère beaucoup au général de Gaulle, et Mitterrand est toujours, chez les hommes politiques actuels, une référence. On peut penser à Jean-Luc Mélenchon, au Parti Socialiste, qui 40 ans après le commémore encore. Il y a quasiment un pèlerinage, j'emploie un mot religieux là-dedans, mais pour aller à Jarnac sur la sépulture de François Mitterrand. Bref, c'est un élément de référence pour la gauche française, pour les socialistes, pour le Parti socialiste. J'essaye d'être très large dans ce que je dis, et c'est un homme qui finalement évoque encore beaucoup, et on l'avait vu lors de ses obsèques, puisque il y a ces deux familles officielles et officieuses qui sont côte à côte, donc ça réunit sa famille et ça réunit un peu cela, ça réunit aussi la communauté française, religieuse ou non, puisque eh bien c'est une messe privée puis une messe officielle en la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec le cardinal Lustiger, où il y a Régnier III, Fidel Castro, Yasser Arafat, le prince Charles, Helmut Kohl, très ému hein, d'ailleurs, Al Gore, etc. Mais voilà, c'était une petite vidéo sur François Mitterrand, sur ses 14 ans de mandat, ses 2 septennats, qui ont marqué durablement et qui marquent encore cette histoire de France, cette histoire de la 5e République. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça en amènera d'autres, j'espère que vous aurez des suggestions, que vous allez liker, que vous allez partager, que vous apprécierez les concepts que j'amènerai sur cette histoire politique, sur la politique tout court, puisque j'ai parlé de mon concept pour les élections à venir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.